Bonjour, c'est Mathieu et nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes sur le stand des Ludonautes avec l'éditeur des Ludonautes, un des éditeurs, Cédric Lefebvre. Salut Cédric. Salut Mathieu. Donc on est ici devant un prototype, le prototype de Nomad, le deuxième volet de la collection, puisqu'il ne faut pas dire gamme, Legends of Luma. C'est un jeu de Gary Kim et je n'en sais pas beaucoup plus, c'est toi qui vas travailler à partir de maintenant. C'est quoi Nomad ? Donc Nomad, c'est un jeu, t'en sais pas mal déjà. Donc c'est un jeu c'est le deuxième jeu en fait, le deuxième volet des Legends of Luma. Donc le premier c'était Au Capitaine, qui est un jeu de bluff, à rôle tournant, etc. Et là on a un deuxième jeu qui mécaniquement n'a absolument rien à voir. L'idée de cette gamme, c'est de faire des jeux de type vraiment différents. Le lien, c'est l'histoire qui est derrière, le background qui est derrière. Donc dans le premier jeu, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo du premier. C'est des aventuriers, etc. Là, ils arrivent sur l'île et puis à la fin du premier jeu, il y a la carte fin de jeu de Capitaine. C'est l'arrivée des nomades qui viennent et qui leur rachètent le matos qu'ils avaient trouvé dans la grotte. Et donc là, ensuite, les nomades vont aller emmener nos aventuriers vers la civilisation. Et en fait, le soir, autour des feux de camp, les nomades racontent des histoires. Et donc là, on a un plateau qui est absolument horrible parce que c'est un proto et que voilà, ça sera beau en fait. Si vous voulez voir à quoi ça va ressembler, il faut regarder la vidéo de Capitaine où là, le matos est coupé avec mes petits doigts, mais qui est avec des illus finales. Là, il y a vraiment tout qui est dégueulasse. Mais donc je reviens, donc les joueurs vont aller tourner autour des feux de camp pour aller récupérer des tuiles d'histoire qui vont pouvoir ensuite consigner, écrire pour reconstituer en fait les 7 légendes de l'île. Donc c'est les cartes qui sont là voilà, autour. Et à la fin de la partie, c'est celui qui aura écrit le plus de légendes, les légendes les plus grandes, qui va être vainqueur. Ok, du coup c'est dans l'univers Luma, mais ça se joue à combien ? Est-ce que c'est les mêmes ? Alors c'est en fait là, ce qui va être toujours la même chose d'un jeu à l'autre, ça va être le format de la boîte, ça va être la cible et à peu près le temps de jeu. C'est-à-dire que ce qu'on s'est fixé, c'est que les jeux vont être entre une demi-heure et 1 heure. Sur Capitaine, on était plutôt sur une petite demi-heure. Là, on est plutôt sur 45 minutes. La cible, c'est du jeu familial, mais pour joueurs. Du jeu que tu joues en famille, mais quand toi tu joues déjà. Voilà. Donc il y a un petit peu de règles, c'est malin, c'est tactique, c'est technique, etc. Ça se joue du coup Nomade de 2 à 5. Là où Capitaine c'était un 3-6 en fait. Et il y a 5 joueurs, jusqu'à 5 joueurs. Et du coup on a 6 persos. Mais en fait dans ce jeu là, j'expliquerai les règles tout à l'heure, mais tu vois t'as un perso là, Lys, qui est un des persos qu'on pouvait jouer dans Capitaine en fait, qui a un rôle particulier, qui est un PNJ en fait, qui va avoir un rôle dans la méca du jeu, mais qui va pas être joué par les personnages. Mais il se peut que dans les jeux suivants, on s'extrait un peu, tu vois, tu joues un groupe d'individus dont il y a un des persos, c'est lui. Enfin, on va pas toujours incarner un perso, ils seront toujours présents, ils seront toujours là, plus ou moins devant, plus ou moins cachés. C'est vraiment, voilà. Ok, du coup tu développes effectivement des systèmes différents avec le même univers et les mêmes personnages. Donc effectivement, ne gâche rien, on verra après. C'est dur en fait de se dire, je vais pas tout raconter, puis il y a des choses qui sont pas complètement fixées. Si tu veux, là on a prévu de sortir 6 jeux. Et donc on a les 2 premiers qui sortent cette année. Donc Capitaine et Nomade. Donc Capitaine il est fini, il est en prod. Nomade là on attaque le travail d'illustration. Donc on va dire dans 2 mois on va avoir fini et il va partir en prod. Donc il sera dispo à l'automne, fin septembre, voilà, quelque chose comme ça. Les autres on en a 2 sur les 6. On sait où on va, on connaît notre histoire, on va pas la dévoiler. Mais par contre cette histoire elle va être, tu vois, on va un peu pousser d'un côté, un peu de l'autre pour adapter les jeux et que l'histoire s'adapte aussi aux jeux en fait. Tu vois, l'idée c'est d'avoir vraiment une interliaison, une connexion entre les gameplays, l'histoire, les jeux, enfin voilà, de faire un tout et qu'à la fin tout marche et tout soit merveilleux. Parfait. Et écoute, on va parler gameplay puisque tu m'as dit que pour gagner il faut avoir
le plus grand nombre de légendes, j'imagine que ça va se compter en points de victoire avec ces étoiles. Comment est-ce qu'on joue? Quel est le flow basique du jeu? Est-ce qu'on incarne un personnage? Explique-moi tout. Ouais, alors en fait, on incarne un perso. Donc par exemple, tiens voilà, hop, moi je suis Red, ça veut dire que je suis le joueur rouge. À mon tour de jeu, en fait, je peux faire deux choses. Soit je vais me balader autour du camp et je vais écouter des histoires. Soit je vais utiliser la connaissance que j'ai acquis, donc les histoires que j'ai écoutées, pour écrire des légendes. Donc en fait, comment ça marche? La méca du jeu, c'est je vais choisir une des piles de jetons en fait, où j'ai un jeton de ma couleur. Par exemple, je vais prendre celui-là. Et je vais égrener, comme à la Walley, dans un sens ou dans l'autre. Je vais faire par exemple 1, 2, 3. Et là, tous les joueurs qui ont un pion de leur couleur au sommet de la pile vont récupérer la première tuile qui est au sommet. Donc moi je récupérerai ça, Vert récupérerait celui-là, Siana récupérerait cette tuile-là, Ulrich récupérerait cette tuile-là, etc. La petite subtilité, j'avais parlé de Lys qui est ici, c'est que si quand j'égrène, je termine sur Lys, avant que les joueurs récupèrent une tuile, tu vas la déplacer, toi tu vas récupérer la tuile de l'endroit où tu l'as mis. Donc ça va. En fait, elle se balade déjà en plus de nous, elle écoute, elle a un peu plus de connaissance de l'univers de Luma. Et donc du coup, elle va nous aider à avoir un peu récupéré des tuiles. Donc ça, c'est la première action, je peux écouter. Et c'est un truc où je vais prendre des choses pour moi, mais je vais aussi en donner à tout le monde. Évidemment, j'ai essayé si je peux de refiler des trucs un peu que moi j'ai pas envie aux autres, et enfin voilà, t'imagines qu'il y a des petits dilemmes comme ça dedans. La deuxième chose que je peux faire à mon tour, c'est utiliser ces tuiles légendes pour écrire des histoires. Ça c'est ultra facile, je vais dire par exemple, je vais écrire l'histoire des œufs de Nuka. Si mettons j'ai 3 tuiles histoire, je vais défausser ces 3 tuiles, et puis je vais prendre la tuile où il y a marqué numéro 3 dessus. Du coup je vais la prendre, voilà, ça va me faire 3 points. L'autre possibilité que j'ai pour écrire une histoire, c'est si je récupère à nouveau par exemple l'histoire des légendes des œufs de Nuka, j'ai la 3, si j'en dépense 2, je vais pouvoir poser la 3 et reprendre la 5. Mais j'aurai jamais deux cartes de la même histoire. Je peux aussi, si je veux, aller discuter avec les nomades en fait, pour avoir leur aide, ils vont venir m'aider par la suite. Donc mécaniquement, je vais défausser soit 3 tuiles différentes, soit 4 tuiles différentes, soit 5 tuiles différentes pour récupérer le nomade, et ça va me donner un pouvoir, un bonus, quelque chose. La première série, c'est facile, c'est juste des points. La deuxième série, ça va me donner un pouvoir d'égrenage. Je vais pouvoir sauter une tuile, je vais pouvoir en poser 2 d'un coup, etc. Et la troisième, ça va me donner un pouvoir quand j'écris. C'est-à-dire, je vais pouvoir, par exemple, écrire 2 légendes, je vais pouvoir remplacer une tuile d'une couleur par une autre, etc. C'est des pouvoirs permanents, hein, c'est pas. Pouvoirs permanents. Une fois que tu les as pour toute la partie. Il n'y en a qu'un, le premier arrivé, c'est le premier servi. La petite subtilité, je vais expliquer en fait comment on compte les points, ce qui arrive dans la partie à la fin, mais ce qui arrive aussi à des moments intermédiaires. Tu vois qu'il y a des tuiles où tu as un quart de lune qui est là. Quand tu as récupéré les 4 quarts de lune, tu as reconstitué une lune complète, ça veut dire que la nuit est finie. Et enfin un décompte de points à ce moment-là. Pour compter les points, c'est très simple. Tu comptes les points que tu as dans les étoiles et tu soustrais les tuiles que tu as devant toi que tu n'as pas dépensées. Donc si tu as plein de tuiles et que tu n'as encore rien écrit, tu vas avoir des scores minables, voire négatifs. C'est pas forcément gênant. Enfin, si c'est à la fin, oui, mais dans les décomptes intermédiaires, c'est pas gênant. Simplement, quand il y a un décompte, le premier joueur va prendre 3 points. Et pour matérialiser ça, il va récupérer 3 tuiles de la lune qu'il va mettre de côté. Ce sera juste pour la fin de partie. Le deuxième va récupérer 1 point, donc le dernier morceau de la tuile de lune. Et les autres récupéreront rien. Il n'est pas même étonnant des fois que sur le premier tour de jeu, le joueur qui est premier, il est premier avec -5. C'est pas grave, on s'en fout. C'est juste relativement à ce que tu es premier. Tu prends tes 3 points, tu les mets à la fin. Parce qu'en fait, l'idée, c'est... Donc, tu as tout un timing comme ça. L'idée, c'est que si tu écris tôt des histoires, tu vas écrire des petites histoires. Donc, peut-être que tu vas devoir les réupgrader. Tu vas perdre un peu de temps, mais du coup, tu vas gratter des points là. Donc, tu as du dilemme de est-ce que ça vaut le coup que j'attende? Est-ce que ce tour-là, je fais un tour un peu moins bien, mais il y a un décompte qui va arriver. Donc, du coup, je vais pouvoir gratter 3 points dans la majorité. Enfin, 3 points de majorité. Ou alors, est-ce que tant pis, c'est pas grave, j'abandonne là-dessus, j'essaie d'emmagasiner, ça servira plus tard, etc. Donc là, toujours plein de dilemmes comme ça. Le jeu se termine quand tu as 6 piles vides, donc il n'y a plus que des tuiles sur 2 piles. Donc il y aura entre 2 et 3 décomptes, parce qu'il y a 12 tuiles lune,
Donc en général il y en a au moins 4 il y en a au moins 8 qui sortent, et des fois la dernière elle sort pas si elle est dans la dernière pile, etc. On sait pas, ça va dépendre des parties. Et à la fin on fait simplement un décompte, on rajoute les bonus de tuiles lunes qu'on a récupérés, et puis celui qui a le plus de points a gagné. Et c'est vachement malin dans le timing est vraiment important, et c'est rigolo, tu vois, t'as des gens qui font des trucs, puis après hop, ils ralentissent, puis hop, ils accélèrent, puis hop, ils ralentissent. Enfin, moi, c'est le genre de petite méca, de petite sensation que j'aime bien en général dans les jeux, quand c'est pas linéaire, en fait, où t'as vraiment des pics de tension dans le jeu. Ça ressemble un peu au jeu de Gary Kim, dis donc. Ça ressemble au jeu de Gary Kim, exactement, en fait, ça... Pour la petite histoire, en fait, donc c'est un jeu de Gary Kim, comme on l'a dit tout à l'heure, et en fait, il avait sorti un jeu... qui s'appelait Play on Jeju. Play on Jeju. Jeju, c'est une île en Corée qui est un peu une île parc d'attractions, si tu veux. Toi, c'est l'île où il y a plein de trucs, où les gens vont en famille le week-end pour passer du temps, etc. Et donc, il avait fait sortir un jeu sur cette île-là, donc, avec une distribution qu'en Corée. Tu vois, ça, je pense que Jeju, tu connaissais juste pas, en fait. Hein, voilà. Et c'est un jeu que Yann avait récupéré parce qu'il va souvent en Corée, il connaît bien Gary Kim, Happy Baobab, tout ça. Et donc du coup, il est arrivé avec ce proto-là, avec ce jeu-là, parce que c'était un jeu qui n'était pas un proto, qui avait vraiment été édité. Et il nous a fait tester, on s'est dit putain mais c'est juste trop bien en fait. Alors le Play Jeju était maquetté plus enfant si tu veux. C'est-à-dire que tu avais la méca là, elle reste celle-ci. Il n'y avait pas des histoires de décompte intermédiaire, il n'y avait pas les pouvoirs là. Tu avais genre, je crois que c'était 3 tuiles, je dis pas de conneries, c'est pas très grave, mais tu avais 3 cartes qui disent voilà, il faut 2 tuiles comme ça, 2 tuiles comme ça pour prendre des points. Quand tu les prends, hop, tu changes. Donc tu as magasiné des tuiles, puis tu as acheté ce que tu voulais. C'était plus maquetté, voilà, plutôt enfant, plutôt simple. Donc nous on lui a dit on aimerait bien en fait signer ce jeu là parce qu'il nous plaît vraiment, la méca elle est vraiment intéressante et on voudrait le densifier un peu, le rendre un peu plus gamer pour correspondre un peu au type de jeu auquel on a envie de jouer, qu'on avait envie de mettre dans cette gamme là. Donc tout simplement on a demandé à Gary Kim, on a demandé aussi donc du coup à Keiji d'Happy Baobab s'il y avait un problème parce que c'était eux les éditeurs initiaux de Play on Jeju. Ça s'est passé très bien entre gens de bonne entente, donc voilà, c'est parfait. Avec Kevin, donc le frère de Gary, etc. Voilà, tout s'est passé très, très facilement finalement. Et donc on a signé le jeu, on l'a développé en lui disant on veut le développer pour le rendre plus gamer. Donc on a eu des petites idées, on l'a développé pour le rendre comme ça. Et puis voilà, puis on a là, et puis c'est cool. Écoute, ouais, ça a l'air d'être une belle histoire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'univers de Luma, sur comment vous en avez eu l'idée, comment vous l'avez développé. Alors, la communication entre OCaptain et Nomad, ça va être la carte des nomades qui finit OCaptain. Quelle est la correspondance avec l'univers suivant ? Est-ce que c'est le personnage de Lys ? Est-ce que c'est la lune ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans l'histoire, donc là, les nomades vont ramener les joueurs à la ville, en fait, à la civilisation. Et donc, quand le jeu se termine, c'est que ils sont arrivés, en fait. Donc, ils vont arrêter de raconter des histoires parce qu'ils sont arrivés dans la ville. Il n'y aura pas d'élément de jeu. Toi, Capitaine, il y avait vraiment il nous fallait une carte fin de partie. On s'est dit, alors là, on va pouvoir la mettre là. En fait, la fin de partie, elle arrive quand les 6 piles sont vides. Donc, en fait, quand les 6 piles sont vides, on arrive en ville. Donc la ville de Milango, qui est une ville qui est dans le sud du continent de Luma. On va la trouver, je ne dis pas plus, sinon Yann va me dire que j'en ai trop dit. Et en fait, le 3e jeu s'appellera Milango et sera un jeu qui va se dérouler dans cette ville-là. En fait, les aventuriers arrivent dedans, je ne vais pas en dire plus. Il va se passer des trucs et ça va se passer dans cette ville-là. Et après, ils découvriront des trucs, ils se promener la quitter, aller revoir, etc. Ils vont aller explorer les autres parties du monde. C'est une ville, donc changement de cadre, etc. Alors, est-ce que tu peux donc revenir sur la jeunesse de Luma, sur comment vous avez eu l'idée de faire ça ? C'est... En fait, l'idée a commencé à germer au moment où... tu sais, nous, on aime bien faire des jeux avec un fort thème, qui raconte des histoires, tu vois, assez long et tout. Et puis, quand tu as affaire à un petit jeu qui te plaît, typiquement, toi, des jeux de ce type-là, Capitaine, etc., vraiment, un petit jeu, une demi-heure qui te plaît... espèce de petite frustration en disant t'as pas le temps de développer quelque chose de grand sur une demi-heure, tu vois, quand t'as Lewis et Clark c'est bon, tu peux
Tu peux lire plein de bouquins sur Lewis et Clark, faire des recherches, travailler, trouver les persos. Enfin, tu vois, t'as vraiment de la matière qui existe déjà. Donc là, nous on kiffe, on aime bien faire ça. Donc là, on est content, quoi. Puis quand t'as des petits jeux, on se retrouvait avec des petits jeux qui nous plaisaient, sympas, auxquels on avait envie de jouer, mais qu'on se disait, on va pas éditer parce qu'il n'y a pas assez d'histoire dedans. Ça raconte, c'est pas assez touffu, quoi, en termes de background, etc. Et puis c'est là où on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est leur donner de l'histoire à ces jeux-là, leur donner du corps pour qu'on ait envie de les éditer, pour qu'on ait envie d'être dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un univers complet et on va intégrer les jeux dedans. Et en fait, c'est pas un jeu qui va raconter l'histoire globale, ça va être les 6 jeux en fait qui vont aller raconter une histoire, qui vont poser un univers, etc. Donc c'est vraiment alors quand je dis 6, ça c'est venu plus tard. Enfin, tu vois, au début on s'est dit on va faire une série de jeux puis on va voir ce qu'on va trouver. Et donc on a commencé à avoir cette idée là de se dire on va créer un univers, etc. Donc on avait ça en arrière-plan. Puis on s'est dit, on a commencé du coup à regarder des petits jeux qui pouvaient nous plaire. Donc on a commencé, on a trouvé. Typiquement l'année dernière à Caen, on a signé Capitaine. Puis on s'est dit, ça va être le premier game de la série. C'est cool parce que c'est un jeu qui qui introduit des personnages de façon forte, où tu les incarnes vraiment et tout. Donc c'est cool pour permettre aux joueurs de s'impliquer, de s'identifier. Après, avec un jeu comme Nomad, on incarne toujours un personnage, mais on est moins dans... on s'agresse directement et tout. Donc du coup, tu t'impliques moins dans le personnage, mais c'est pas grave parce que l'histoire des personnages est déjà là. Enfin, tu vois, c'est... Donc on a très vite, on a repéré Nomad aussi. Yann, je crois qu'il nous l'a montré, c'était au mois de mars ou avril. Enfin, après Cannes, il est venu à la maison, il avait ça sous le bras et on s'est dit ça va être nos 2 premiers jeux. On a travaillé l'univers, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. On a beaucoup tchatché, on a beaucoup écrit, on a vu, puis on a bossé avec un illustrateur, David Etosello, donc le premier qui nous a fait le chara-design des personnages. Donc on lui a demandé de faire des recherches sur les personnages, histoire d'avoir quelque chose de cohérent qu'on puisse ensuite donner à des illustrateurs qui vont à chaque fois les réinterpréter. Là, tu vois, la couve, c'est Max Degen qui l'a illustré. Donc c'est lui qui a réillustré les personnages avec sa patte, mais avec le caractère design du personnage. Et puis donc les jeux suivants, ça va être d'autres illustrateurs, etc., qui vont à chaque fois se réapproprier ça. Là on bosse, on a signé avec Tom Bancroft qui a fait notamment du chara-design pour Disney, etc., qui vient nous faire du chara-design pour les habitants, les Loomiens en fait, les habitants de Luma, qu'on n'a pas encore vu. Donc là il y aura des nomades, donc on a déjà vu un peu à quoi ressemblent les nomades, mais les Loomiens c'est un autre peuple en fait, et donc on en aura besoin pour les prochains jeux. Donc là on est en train de bosser pour faire du chara-design sur les Loomiens qu'on utilisera pour ça. Et puis on développe plein de choses, on est en train de développer un site internet là sur le stand. Là il y a des gens qui peuvent s'inscrire, il y a un passeport pour Luma, ils viennent prendre un tampon et tout, ils s'inscrivent et puis ils auront des énigmes, il y aura plus d'histoires sur le site, si tu veux, dans les boîtes de jeux, il y a un petit livret d'histoire qui raconte comment les aventuriers sont arrivés dans cette situation là. Et puis on en a beaucoup plus en fait, si tu veux, d'écrits déjà, et puis on aura encore plus. Et donc on va mettre tout ça, les joueurs qui voudront s'intéresser, et qui rentreront dans le trip, ils auront tout ce qu'il faut. Et le joueur lambda qui va dire oh non mais moi j'aime pas les jeux de bluff, j'aime bien juste ce type de jeu, il y a juste le 3e qui me plaît, c'est pas grave, il peut prendre le 3e, jouer, et mécaniquement ça a aucune influence, t'es pas du tout obligé de jouer au premier pour jouer au 2e. Enfin, il y a une chronologie qui va se faire, qui va être la chronologie de sortie, puis la chronologie de l'histoire. Mais les jeux ont vraiment rien à voir, quoi. Tu peux très bien adorer celui-là, détester le premier ou vice versa. Enfin, il y a pas de, c'est juste une cohérence d'histoire en fait. Une continuité narrative. Merci Cédric pour toutes ces précisions sur Nomad. Qui va sortir courant de l'automne, donc probablement pour Essen a priori, ou peut-être avant. Sans doute un petit peu avant. A bientôt sur Ludovox. Ciao.